170 hectares de champs sont inondés par les pluies diluviennes dans le cercle de Sang ces derniers jours. Une situation qui risque d'impacter sur la production agricole du cercle. Les détails dans cette édition. Les 11 responsables politiques inculpés et mis sous mandat de dépôt pour tentative de déstabilisation, atteinte à la sûreté de l'État et trouble à l'ordre public seront situés sur leur sort le 12 novembre prochain. Telle est la décision de la Cour d'appel de Bamako. Vous en saurez plus dans quelques instants. L'arrêt du travail de la synergie des sections syndicales des surveillants de prison, de la section syndicale de la justice et le syndicat autonome des surveillants de prison n'a duré que 24 heures. La situation est désamorcée après des échanges avec le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous et bienvenue aux informations sur la télé, totalement votre renouveau télé. Je vous le disais à l'instant dans les titres, la Centrale démocratique des travailleurs du Mali, CDTM, et la synergie des sections syndicales des surveillants de prison avaient prévu un point de presse afin de faire le point sur l'affaire de la disparition de leur camarade commandant Daouda Konaté et annoncer les actions à venir. C'est sur place que les hommes de médias ont été informés de l'annulation de ce point de presse à cause d'un audio qui fait le tour des réseaux sociaux. Le point avec Fatmata Labas Touré. Depuis la disparition du commandant Daouda Konaté, secrétaire général de la section syndicale des surveillants de prison du Mali, les syndicats sont à pied d'œuvre pour son retour sain et sauf parmi les siens. En plus de l'arrêt de travail de la synergie des sections syndicales des surveillants de prison, de la section syndicale de la justice et du syndicat autonome des surveillants de prison du Mali, qui a commencé aujourd'hui, mardi 29 octobre 2024, la Centrale démocratique des travailleurs du Mali, CDTM, avait également prévu un point de presse ce jour même pour partager avec les hommes de médias les actions à venir pour retrouver leurs camarades de lutte. Au lieu de cela, les journalistes ont été informés sur place du report de ce point de presse sur la disparition de Daouda Konaté. La raison de ce report est toute simple. Il s'agit d'un audio qui fait le tour des réseaux sociaux où l'on entend une voix qui ressemble à la voix du syndicaliste disparu préparant un coup pour déstabiliser la transition. La CDTM promet de réagir dans la semaine sur la situation. A rappeler que le commandant Daouda Konaté, secrétaire général de la section syndicale des surveillants de prison, est porté disparu depuis samedi dernier. Tout comme lui, un autre syndicaliste du nom de Famoussa Fomba est également porté disparu depuis plus de 48 heures. Restons toujours dans le même registre, la synergie des sections syndicales des surveillants de prison, de la section syndicale de la justice et le syndicat autonome des surveillants de prison ont suspendu leur mot d'ordre de grève. La décision est intervenue selon le secrétaire général de la section syndicale des surveillants de prison UNTM Saint-Ad, le lieutenant-colonel Abdoulaye Fofana, après des échanges avec le département de la justice et des droits de l'homme, garde des Sceaux, sur la disparition du commandant Daouda Konaté, le secrétaire général de la section syndicale des surveillants de prison et le camarade infirmier Famoussa Fomba. Le point de la situation avec Keita Gabriel. Depuis l'annonce de la disparition du syndicaliste commandant Daouda Konaté et de l'infirmier Famoussa Fomba, des sections syndicales des surveillants de prison, de la section syndicale de la justice et le syndicat autonome des surveillants de prison se sont mobilisés pour le retour sain et sauf de leurs camarades parmi les siens. Et les choses semblent évoluer, puisque l'arrêt du travail entamé ce mardi par les syndicats a été suspendu après des échanges avec le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux. Il y a un peu plus de 72 heures que notre camarade et notre collègue Konaté a disparu vraiment, ainsi qu'un autre collègue aussi de service qui est infirmier, le même jour, le vendredi passé. Donc depuis lors, nous nous sommes mis à pied d'œuvre pour pouvoir vraiment les retrouver. Mais les recherches ont été vaines jusqu'à hier soir. Nous avons quand même eu écho que, en tout cas pour ce qui est du cas du commandant Konaté, il est dans de bonnes mains. Et vraiment, l'assurance nous a été donnée. Mais ça avait trouvé effectivement que l'ensemble des syndicats de la DENAPES et puis la section syndicale de la justice aussi s'étaient joints. Sinon, on avait fait un front commun pour vraiment
pouvoir vraiment uniformiser leur lutte afin vraiment que ces camarades-là puissent être retrouvés. Bon, Dieu a fait quand même que le garde des Sceaux, il nous a bien reçus hier. Il a été attentif, il nous a aidés. Et hier soir vers 23h, ils nous ont conviés à une réunion. La dite réunion était en tout cas présidée par son conseiller chargé aux questions pénitentiaires, plus le directeur national de l'administration pénitentiaire. Donc ils nous ont donné la nouvelle que Konaté quand même a pu être localisé. Donc ça a trouvé que nous avions déposé effectivement un arrêt qui devait commencer aujourd'hui. Mais par la grâce d'Allah, nous avons pu nous entendre, nous avons levé en tout cas le mot d'ordre d'arrêt du travail. Interrogé sur l'authenticité de l'audio qui circule sur les réseaux sociaux et attribué par certains au commandant Konaté, notre interlocuteur n'a pas voulu se prononcer. Oui, les réseaux, j'ai vu aussi comme vous, je ne saurais commenter ça. C'est que s'il y a des services spécialisés qui sont là-bas, qui vont certainement déchiffrer ou bien qui vont faire une autre lecture. Je ne m'aventurerai pas sur... Les jours à venir nous édifiera sur cette affaire qui n'a pas encore révélé tous ses secrets. La demande de liberté provisoire des 11 responsables politiques inculpés et mis sous mandat de dépôt pour tentative de déstabilisation, atteinte à la sûreté de l'État et trouble à l'ordre public était au rôle ce mardi 29 octobre 2024 devant la Cour d'appel de Bamako. Le délibéré de cette audience tenue à huis clos est attendu le 12 novembre prochain. Pour plus de détails, écoutons Maître Mamari Samadiara, un avocat de la défense au micro de Bakari Msidibé et de Fatoumata Dambélé. Nous venons de finir avec l'audience au niveau de la chambre d'accusation de la Cour d'appel de Bamako. Les débats ont lieu, l'affaire a été mise en délibéré pour le 12 novembre. En principe, nous espérons qu'à cette date, nous aurons une confirmation de l'ordonnance du juge d'instruction et que nos clients seront mis en liberté. Sans entrer dans trop de détails, il y a eu essentiellement deux types d'arguments. L'argument relatif à l'appel tardif du ministère public au niveau de la commune 5, parce que l'article 190 du Code de procédure pénale prévoit que le ministère public a 3 jours pour faire appel à partir de la date de l'ordonnance de mise en liberté. Alors que l'ordonnance de mise en liberté a été prise par le juge d'instruction le 9 septembre, la même ordonnance a été transmise au procureur à la même date, le 9, mais l'appel du procureur n'a eu lieu que le 18. Soit au moins 9 jours après, alors que la loi fait obligation au procureur de relever appel, s'il veut vraiment le faire, dans un délai maximum de 3 jours. Mais cet appel a été fait au bout de 9 jours, donc nous estimons que cet appel est tardif et qu'il y a forclusion, et nous avons demandé à ce que la chambre d'accusation aille dans ce sens-là, en confirmant purement et simplement l'ordonnance du juge d'instruction. De l'autre côté, on a parlé des troubles de l'ordre public pour dire que s'ils sont libérés, qu'il peut y avoir encore des troubles à l'ordre public. Nous estimons que les décrets sur la base duquel ils ont été mis sous mandat de dépôt, ils ont été poursuivis et mis sous mandat de dépôt, ces décrets même a été, je ne dirais pas rapporté, mais la mesure d'interdiction des activités des partis politiques qui étaient dans ce décret, cette mesure a été levée. Donc les décrets n'existent plus. Et des partis politiques font les activités maintenant. Il y a beaucoup de partis politiques qui continuent à faire des activités. En quoi un autre parti politique, l'activité d'un autre parti politique peut être constitutive de troubles. Nous faisons confiance à notre justice. Nous faisons confiance aux magistrats chevronnés qui étaient là. Nous les connaissons par rapport à leur sens élevé du respect des textes. Et nous faisons confiance à la justice. Nous restons devant la justice et l'application stricte de la loi. Dans un autre registre, l'accroissement de la population et le développement des activités économiques entraînent une forte demande et consommation d'énergie que l'EDM-SA n'arrive pas à satisfaire malgré les efforts consentis. Afin de remédier à cette situation, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et le PNUD ont organisé un concours d'innovation sur cette crise énergétique qui constitue une des questions les plus importantes de l'actualité du fait des coupures quotidiennes de courant. Ce concours permettra d'identifier les initiatives innovantes dans le domaine énergétique et qui peuvent constituer des alternatives pouvant atténuer la crise. Emma Fifa Menunawon, Zakaria Oumar Keita pour le compte rendu.
L'innovation Challenge sur la crise énergétique se propose d'explorer les divers aspects de la crise énergétique qui sévit au Mali. En fonction des critères de créativité, faisabilité, durabilité et rentabilité, sur 191 projets présentés, 20 ont été présélectionnés. Aujourd'hui, nous honorons les meilleures propositions, mais en réalité, chacun d'entre vous a contribué à enrichir notre vision collective pour l'avenir énergétique du Mali. Chaque proposition nous rappelle l'importance de soutenir la recherche et le développement technologique. Au cours de ce concours, le PNUD offre aux étudiants sélectionnés un lieu pour expérimenter leurs projets, mais aussi pour apprendre. Son engagement est d'accompagner le gouvernement du Mali pour améliorer les questions énergétiques adaptées aux besoins de la population. Ces projets illustrent notre volonté d'accompagner le gouvernement du Mali pour assurer un accès continu et fiable à l'énergie et de préserver les ressources pour les générations futures. En exploitant les opportunités et le potentiel qu'offrent les énergies renouvelables, nous avons l'opportunité d'aller vers le progrès économique. La volonté du gouvernement est de faire de la lutte contre la pauvreté une priorité de développement. Ainsi, le développement des énergies renouvelables et l'accroissement de l'accès à l'électricité à moindre coût pour les populations rurales et urbaines sont perçus comme des moyens pour atteindre cet objectif. Je demeure convaincu que c'est le début d'une coopération fructueuse qui, j'en suis sûr, contribuera à promouvoir l'innovation en général et à mettre en lumière les idées novatrices et les projets exceptionnels développés par les innovateurs maliens en particulier. Les énergies renouvelables restent une alternative pour accroître la résilience énergétique. Sur les 20 projets présélectionnés par le jury, les 10 lauréats vont recevoir chacun des cadeaux plus un accompagnement financier de $10 000, soit plus de 6 millions de francs CFA. Et dans le but de disséminer les résultats obtenus dans le cadre de son projet Vestibule de la paix, l'Institut malien de recherche Action pour la paix, IMRAP, a tenu ce mardi une conférence de presse. Ce projet d'une durée de 4 ans, de 2019 à 2024, a un coût d'1 milliard de francs CFA. L'action de l'IMRAP et ses partenaires vise à inverser les tendances et à placer les populations elles-mêmes au cœur du système de construction de la paix. Le compte-rendu est signé Amadou Diarra, Rokia Dambeli. Cette conférence de presse organisée par l'Institut malien de recherche Action pour la paix, IMRAP, avait pour objectif de disséminer les résultats du projet Vestibule de la paix. Ce projet a été mis en œuvre de janvier 2019 à février 2024 à Mopti, Djéné, Kangaba, Kita, Kai, Nioro du Sahel et Bamako. Selon les initiateurs, les résultats obtenus sont satisfaisants. Il s'agit notamment de... Exemple, dans le cercle de Kangaba, dans les communes de Balazan, Kanyoro et Narena, ces communes ont bénéficié de la construction de vestibules communales pour servir d'espace de résolution non violente des conflits. Et c'était à la demande des communautés à l'issue du processus en disant il faut que nous pensions à avoir un espace de discussion ouvert à tous sans distinction d'âge, de sexe ou de religion ou sans aucune autre considération. Dans le cercle de Djéné, la capsule vidéo vous parle de la résolution de conflits à travers les gras de Nanzanari, qui a réussi à réconcilier les villages de Matan et de Sirabougou-Bozo. Concernant le district de Bamako, sous l'égide du ministère de la Réconciliation de la Paix, il y a un processus que nous avons appelé processus national qui a été engagé avec 60 participants au cours d'un atelier de réflexion sur la thématique comment repenser le système de consolidation de la paix. Ce projet Vestibule de la paix reposait sur 3 piliers. En disant qu'il faut valoriser et responsabiliser les communautés dans un engagement citoyen. Et en objectif spécifique 2, nous avons dit qu'il faut développer et tester une méthodologie qui a une dynamique
évolutive. Et le troisième objectif spécifique, nous avons dit qu'une fois que les communautés sont engagées, il faut attirer l'attention des acteurs nationaux et internationaux, comme quoi la consolidation de la paix peut se faire de façon endogène. Cette conférence avec les hommes des médias a été marquée par la projection d'une vidéo mettant en lumière les résultats obtenus dans le cadre du projet Vestibule de la paix. Certes, ce projet a pris fin, mais l'IMRAP se déclare disponible pour la consolidation de la paix. Même si on constate une baisse de sa fréquence et de son intensité, la pluie continue à faire des dégâts dans plusieurs endroits du pays. Les dernières ont provoqué d'immenses dégâts dans la région de San. Le point avec Alamako Djabati. 1710 hectares de champs ont été inondés dans les communes de Somo et Ténéni, dans le cercle de San. L'information a été donnée hier matin par le chef sous-secteur central de l'agriculture de San. Selon lui, c'est le résultat du recensement individuel des producteurs touchés. Il affirme que d'autres superficies sont toujours menacées car le niveau d'eau continue de monter. Déjà en septembre dernier, pour San, on avait déjà enregistré 330 ménages affectés pour 2000 individus, 450 maisons endommagées ou effondrées, 100 latrines détruites. On avait aussi et surtout évoqué le nombre très élevé des champs engloutis par l'eau. C'était plusieurs milliers d'hectares de champs de riz détruits. Ce n'est pas seulement le fait des pluies exceptionnelles qui est à l'origine des inondations dans la zone. Le débordement des cours d'eau, l'installation anarchique des populations dans leur servitude et le déversement des ordures dans les caniveaux sont entre autres les causes des inondations des dernières années. En état de cause, cette pluviométrie exceptionnelle risque d'affecter beaucoup les prévisions de production céréalière dans la localité. Le lundi 28 octobre 2024, la commission d'organisation du tournoi intercommunal BET 223 était face à la presse. L'objectif était non seulement de présenter le tournoi, mais également procéder au tirage au sort des poules. C'était sur le grand terrain de Mayambougou, en commune 6 du district de Bamako. Djelika Guindo, compte rendu. Pour la troisième année consécutive, BET 223 organise une compétition intercommunale de football afin de contribuer au développement du football de masse. Chaque année, BET 223 a mis en place un projet qui donne l'occasion à la jeunesse de pouvoir s'exprimer, de pouvoir montrer ses talents. Voilà, donc c'est à travers cette initiative-là que nous avons mis les communes en compétition, où nous choisissions 2 équipes par commune pour représenter la commune. Cette année, nous avons eu au minimum 20 équipes par commune. Et à travers ces 20 équipes-là, nous avons fait un premier tirage au sort pour pouvoir déterminer les 2 équipes qui vont représenter chaque commune. C'est dans ce cadre-là nous avons maintenant 16 équipes réparties en 4-4 dans ces 2 boîtes-là, pour pouvoir déterminer la poule. Pour cette année, la compétition se déroule en 4 poules et chaque poule est constituée de 4 équipes. Les matchs se déroulent en éliminatoire direct. Un match dure 90 minutes, 2 mi-temps de 45 minutes chacune, avec une pause de 15 minutes. Le tournoi intercommunal n'est pas autorisé pour les joueurs d'élite selon la commission d'organisation. Les joueurs qui ont joué en championnat du Premier Ligue saison 2023-2024, c'est-à-dire la saison passée, et se qualifient pour une équipe cette saison et ne sont pas autorisés à participer à ce tournoi. A noter que le tournoi se déroulera du 2 au 30 novembre 2024 et le match d'ouverture opposera le 2 novembre prochain la sélection de Mayambougou à l'AS Missira sur le terrain de Mayambougou à partir de 16h. À Kaï, le fort de Médine pleure son guide. Âgé d'une 60aine d'années, Brahima Sissoko s'en est allé définitivement dans la nuit du jeudi au vendredi. Notre correspondant Michel Yao était présent aux obsèques de l'illustre disparu, suivant son compte-rendu.
Décédé dans la nuit du jeudi à vendredi 25 octobre 2024, Birima Sissoko, l'une des mémoires du fort de Médine, a été accompagné à sa dernière demeure le samedi 26 octobre 2024, laissant derrière lui une épouse, des enfants, parents, amis et collaborateurs inconsolables. Né à Kita, Birima Sissoko a fait ses premiers pas dans la ville de Médine en 1994. Enseignant au second cycle, il a intégré le ministère du Tourisme et de l'Artisanat pour devenir guide national. Ce père de famille, qui a consacré une bonne partie de sa vie à la culture, impressionnait ses visiteurs au fort de Médine par son amour du travail et sa passion de partager l'histoire culturelle, en témoignent certains collaborateurs. Depuis que je l'ai connu en 2015, et jusqu'à son décès, c'était un lien de collaboration. On peut dire que c'était une famille, ce n'est même pas un service. Moi, c'est mon grand frère, je l'ai traité comme un grand frère, et c'était la famille. À tout moment, quand les besoins sont là, donc nous discutons, et depuis sa maladie jusqu'à donc tous les jours, au moins, on s'appelait. Ce que je retiens de lui, c'était un homme assidu, très courageux, et puis sérieux dans le travail. Et c'est ce que nous disions. C'est pour cela que nous avons même élaboré un calendrier par rapport même au petit du fort. Donc lundi au jeudi, il venait au service, et à partir de vendredi, il reste au fort. Si même il écrira le fort, il fait signe. Et c'est cet esprit qui était là, un calendrier planifié, Classé deuxième meilleur guide du Mali et élu candidat Jean à Sikasso en 2005, Birima Sissoko ambitionnait de partager son savoir avec le reste du monde dans un livre. Hélas, la mort a emporté avec elle l'immense savoir que disposait notre guide national. Désormais, Birima Sissoko repose au cimetière de Médine. Ainsi va la vie, que son âme repose en paix. Fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi avec attention. Excellente soirée à tous. À bientôt.